Bienvenue sur la chaîne Le Plaisir de Penser les Choses. Je vous propose dans cette vidéo de partager une élaboration faite sur le concept de faux souvenirs avec comme illustration une anecdote personnelle. Le concept de faux souvenirs appartient au domaine de la psychologie, voire de la sociologie. Il est documenté depuis assez longtemps. Il a fait l'objet d'expériences à la fois individuelles et de groupe. C'est tout simplement le fait qu'un individu se remémore dans le détail un événement le plus souvent autobiographique qui en fait n'a jamais existé. Donc c'est une construction faite par la mémoire. Ça peut être aussi le fait que cet événement a effectivement eu lieu, il a pu en être l'acteur ou le témoin, mais cet événement va être complètement modifié par le travail fait par la mémoire. Alors bien entendu, ça renvoie à ce qu'on appelle la subjectivité de l'homme et aussi au fait que la mémoire peut, dans ses processus, avoir certaines défaillances. Le faux souvenir est un phénomène qui est assez fréquent et observé dans ce qu'on appelle par exemple l'état de stress post-traumatique chronique, où des individus ont subi des traumatismes psychiques, sexuels, physiques ou autres, et par la suite peuvent effectivement exprimer des faux souvenirs qui ont à voir avec ce qu'ils ont vécu. De même, la validité est en question si un individu adulte allègue le fait qu'étant enfant, il a été victime d'abus sexuels, de viol ou autre, de la part d'un adulte, mais sans qu'il y ait de témoins objectifs de cette affaire. Ce concept n'est pas inscrit dans un champ du savoir de spécialistes comme la psychiatrie par exemple, en particulier en Amérique du Nord. Je fais sur cette chaîne assez souvent référence d'une part à la psychiatrie, d'autre part à Hollywood. Il n'est pas inscrit dans le manuel diagnostic statistique des troubles mentaux le plus récent. Et il y a toutefois un diagnostic qui est celui de troubles dissociatifs de l'identité, où il est possible d'observer ce genre de phénomène. Mais ce n'est pas un critère diagnostique. Ce trouble dissociatif a été plusieurs fois illustré dans le cinéma hollywoodien. Voici deux exemples parmi les plus célèbres. Dans ce film, James McAvoy joue le rôle de Kevin, dont les personnalités sont multiples. Elle va arriver dans pas longtemps. Qui? Aidez-nous! Et par ici! On est enfermés! Excusez-moi, combien y en a-t-il? Non, n'entre pas! N'entre pas! Vous n'avez rien à craindre. Je vais lui parler. Dans ce film, Anthony Perkins joue le rôle de Norman Bates, qui endosse une deuxième personnalité, celle d'une mère tyrannique et qu'il a assassinée. Il a toujours eu un mauvais fond. Et je sais qu'il avait l'intention de leur dire que j'avais tué ces jeunes filles et cet homme. Alors que je ne fais rien d'autre dans la vie que de rester assise tranquillement, l'œil fixe comme un de ces oiseaux qui l'empaillent. Ils savent très bien que je ne peux même pas bouger un petit doigt et que je ne le veux pas. Je ne vais pas faire un geste, je vais rester calme, au cas où ils me soupçonneraient. D'ailleurs, je suppose qu'ils me surveillent. Et bien qu'ils me surveillent, ils verront quelle sorte de femme je suis. Je n'écraserai même pas cette mouche. J'espère qu'ils me surveillent. Ils verront et ils comprendront. Et ils diront, elle n'aurait pas fait de mal à une mouche. D'autre part, ce faux souvenir a un certain nombre d'implications dans le domaine juridique nord-américain. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, il fait référence au témoignage, à la qualité du témoignage, que ce soit celui d'un témoin à charge ou à décharge. Vous savez comme moi que les témoignages vont évoluer avec le temps, qu'ils peuvent être modifiés et donc perdre dans leur validité. D'autre part, il faut savoir que les juristes, en particulier les avocats, scrutent de très près l'évolution de ce manuel diagnostique, qui est révisé environ tous les 3-4 ans. Il peut y avoir à ce moment-là des modifications au niveau de certains critères, l'apparition de nouveaux diagnostics, l'abandon de certains. Or, ces diagnostics, dont celui du trouble dissociatif, peuvent alimenter une défense faite dans des causes criminelles. L'objectif étant d'obtenir de la part des jurés ou du juge des circonstances atténuantes à la sanction, dont l'enjeu pourrait être, par exemple, la peine de mort. Et il y a eu de ce côté-là un certain nombre d'abus faits par des avocats aux États-Unis, en particulier dans les années 90, ce qui a abouti au fait que dorénavant, les juges, les procureurs, etc., et même les avocats, exigent beaucoup plus de garanties au niveau d'un diagnostic pour qu'il soit fiable. Si par exemple un individu
qui est entré par effraction chez une voisine qui l'a violé, il subit un procès. Et à ce moment-là, s'il dit, comment dire, à la cantonade, eh ben moi, je souffre d'un trouble dissociatif d'identité, c'est pas moi qui ai violé la personne, c'est mon alter ego, et j'ai aucun contrôle sur mon alter ego. Bon, tout ceci, bien entendu, doit être vérifié et démontré de manière tout à fait factuelle et solide. A aussi des liens avec des phénomènes comme ce qu'on appelle le déjà vu ou le jamais vu, qui là aussi a fait l'objet de plusieurs illustrations dans le cinéma hollywoodien. Il y a par exemple le film Inception qui illustre le fait que l'on pourrait par exemple, chez un autre individu, induire des pensées. Cela évoque aussi ce qu'on a appelé le psychic driving, qui a été une série d'expériences faites par des services de renseignement nord-américains pour tenter de modifier le contenu des pensées des individus. Expériences qui d'ailleurs n'ont jamais abouti. Bon, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur la manière dont les psychiatres ont pu collaborer à des systèmes totalitaires. Bien entendu, vu de l'extérieur, dans les représentations populaires, cette histoire de faux souvenirs peut faire des liens avec ce qu'on appelle la mythomanie ou les fabulations ou les chimères. Je partage donc ici une anecdote personnelle qui est la suivante. Tout d'abord, quel est le contexte? Les choses se passent à Villefranche-sur-Mer, un petit port de pêche de la Côte d'Azur, French Riviera. Je vous rappelle à ce propos que la Côte d'Azur a été le lieu de multiples tournages de films français, internationaux, dont des films hollywoodiens, à la fois parce qu'il y a un certain nombre de lieux qui sont typiques, mais aussi parce que les conditions climatiques permettent souvent de réaliser des prises de vue faites en extérieur. Voici quelques exemples de films hollywoodiens qui ont été tournés sur place. Par exemple, ce film réalisé par Alfred Hitchcock. D'autre part, on ne peut pas ne pas évoquer ce que l'on a appelé les studios de la Victorine, qui étaient des studios cinématographiques qui ont été mis en place au début du XXe siècle et où ont été tournés des dizaines de films, dont certains qui sont restés dans l'histoire du cinéma. Et un certain nombre de films français particulièrement populaires. À Villefranche-sur-Mer, d'une centaine de films ont été tournés sur place. Voici quelques exemples de films hollywoodiens parmi les plus connus. À l'époque, je passe quelques jours de vacances chez mes grands-parents paternels. Mon grand-père paternel est pêcheur professionnel, il a des bateaux, des matelots. La famille est installée sur place depuis la fin du XVIe siècle. Voici le livre sur l'histoire de cette région, fait par un historien qui confirme cette présence. Mon grand-père, patron pêcheur, dont voici un portrait fait par un peintre américain. Je crois savoir dans les années 70. À l'époque, on l'appelait le corsaire, parce qu'effectivement, il avait un côté, entre guillemets, pirate. Donc, à l'époque, une présence assez forte du cinéma, au point que, par exemple, dans la région de Saint-Jean-Cap-Ferrat, il y avait de nombreux producteurs qui s'achetaient des maisons pour s'y installer. Et en particulier, l'acteur David Niven, dont la maison était au bord de mer avec un quai privé. Et je me souviens que mon grand-père avait eu l'occasion, quelquefois, d'aller le chercher en bateau pour l'amener sur le port, lui et sa famille, afin de prendre un repas. Alors, plus précisément, le souvenir est le suivant. Je suis avec mon copain de l'époque, qui avait lui aussi une dizaine d'années. On vadrouille dans les rues du village après la sieste, parce que à l'époque, elle était obligatoire pour tous les enfants après le repas. Avec ce copain, on faisait évidemment toutes les petites conneries que l'on peut faire à cet âge. On allait à la plage, on allait pêcher, on allait fumer en cachette des cigarettes dans la citadelle, etc., etc. Bien. Mon copain Louis avait un peu plus de liberté que moi parce que dans la journée, sa mère, elle dormait. Pourquoi? Parce que, comme on disait à l'époque, elle travaillait comme pute dans un bar américain de la vieille ville. Je crois savoir que c'était le New York. Parce qu'à l'époque, la rade de Villefranche, qui est une immense rade naturelle, était toute l'année occupée par des bateaux de guerre américains. Par conséquent, il y avait une certaine activité à ce niveau-là.
Et d'ailleurs, un de nos copains du même âge était lui-même américain, je me souviens, il s'appelait, je crois, Donald, et son père était officier dans la marine. Donc le souvenir commence de cette manière. Nous sommes, Louis et moi, dans une rue du village, et on observe le fait qu'il y a, dans le lavoir municipal, toute une équipe en train de tourner un film. Bon, c'est pas la première fois qu'on fait ce genre de rencontre. On avait déjà eu l'occasion de voir d'autres tournages, en particulier dans ce qu'on appelle la rue obscure. Bon. La rue obscure, un décor médiéval authentique. Mon copain, lui, enthousiasme pas trop, il a envie de rentrer chez lui, donc il s'en va. Et moi, enfant que je suis, je me faufile à travers ces adultes qui font partie de cette équipe, et je reste silencieux et calme, ce qui fait qu'au fond, personne n'a rien à redire, et ça n'a pas l'air de poser de problème. Ce qui me permet donc d'observer pendant 1 heure ou 2 toute cette équipe à l'œuvre pour faire des prises de vue. Donc voilà l'essentiel de ce souvenir, qui m'est revenu il y a quelque temps. Donc de mon côté, j'ai fait des recherches, et je me suis rendu compte qu'en 1963, ce qui coïncide avec cette époque dont je vous parle, un metteur en scène français, Marcel Ophuls, avait tourné un certain nombre de séquences dans la région de Villefranche, et en particulier dans le village. Ce film, c'est Peau de banane. 2 acteurs iconiques du cinéma français, Jeanne Moreau et Jean-Paul Belmondo. Qu'est-ce que tu fricotes avec cette fripouille? Bon, c'est tout ce que tu trouves à me dire? Alors c'est un film qui est adapté d'un roman d'un des plus grands auteurs de séries noires nord-américaines, Charlie Williams. Où on va? À Monte-Carlo. Quoi faire? Acheter une voiture? Cela te plaît pas? Beaucoup, mais c'est la tienne. Et alors? Ben, l'achat. Pour lui, l'argent, ça s'étale. Notez aussi que parmi les assistants scénaristes ou réalisateurs qui l'entouraient, il y avait Costa Gavras, Claude Sauté, Claude Zidi et Claude Pinoteau, bon, qui étaient tout jeunes débutants. J'ai donc revu ce film que j'avais sans doute déjà vu étant adolescent ou jeune adulte, ce qui m'aurait permis peut-être à partir de cette époque de construire ce faux souvenir. Et en regardant ce film, je suis donc tombé sur une série de 2-3 plans. Voici 2 plans tournés dans les rues du village qui me sont familières. Entrée de ce lavoir qui est entouré de grilles. Alors t'es pressé? Je te demande si t'es pressé. J'aime bien aller voir. J'entends rien de ce qu'il me dit. Encore cette saloperie d'appareil. C'est pas l'appareil, patron, c'est moi. J'ai dû frapper un peu trop fort. Comment? J'ai dû frapper un peu trop fort. Ah bon, j'aime bien ça. Attends, on va lui rafraîchir les idées. Elle te plaît, Antoine, la cravate du monsieur? Hein, j'aime son élégance discrète et sa sobriété. Comme on te comprend. Autant dire, n'est-ce pas, qu'il aime ce qu'il y a de plus cher. Regarde-le, pauvre Antoine. Tirant d'élite, plastique, bazooka, tout un palmarès, quoi. Mais avec le recul, Antoine, il se rend compte qu'un palmarès, ça vaut pas une belle cravate. Eh oui, eh oui. Alors il revendique, tu comprends? Tu comprends? Fais gaffe, on sait que t'es sur un coup terrible. La dernière fois qu'on s'est vu, on vous a rendu service à ta poule et à toi. Et on n'a pas été récompensé pour notre peine. Alors cette fois-ci, on va vous laisser faire votre petite cuisine tout seul. Mais à l'arrivée, on vous attend pour les 40 briques. Vu? Et? Explique-lui bien que pour nous toucher, il suffit d'appeler Ronaldo. Il sait où nous trouver, lui. Antoine, dis merci pour... Qui sont tournés dans celui qui correspond à mon souvenir, c'est-à-dire un lavoir public, municipal, qui, je crois, a été construit début du XXe, où toutes les femmes du village venaient laver, comme on dit, le linge de maison. C'est un très grand lavoir d'une 30aine de mètres de long. À l'époque, entouré par des grilles. Donc ce lavoir existe dans la vieille ville de Villefranche.
Donc dans mon souvenir, je reste parmi tous ces adultes et à un moment donné, au bout d'une heure et demie, je commence un peu à en avoir marre parce qu'au fond, il ne se passe pas grand-chose, hein. C'est assez technique. Et au moment où j'ai l'intention de repartir dans la rue, je suis un petit peu bousculé par la voix du metteur en scène qui s'adresse à toute son équipe de manière assez autoritaire en leur disant qu'ils allaient faire le dernier plan de la journée et que ce plan ne comporterait qu'une seule prise. Par conséquent, il fallait absolument qu'il y ait un silence complet. À l'époque, dans le cinéma, c'était très important pour les extérieurs. Et d'autre part, qu'il fallait faire son possible pour que cela réussisse. Alors voici le plan dont il est question. Pour la cravate. Merci pour la cravate. Alors comme vous le constatez, Jean-Paul Belmondo bouscule ce protagoniste joué par un acteur secondaire. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'il n'y a pas de doublure. Et moi, je peux vous confirmer que l'eau de ce lavoir était à longueur d'année quasiment glacée. Par conséquent, cet acteur secondaire qui se retrouve dans l'eau et qui sort du lavoir ne peut pas évidemment remettre le couvert, comme on dit, surtout à l'époque. Ce qui explique pourquoi le metteur en scène avait prévenu tout le monde. Hein. Il fallait une seule prise, qui d'ailleurs a fonctionné. Alors ce petit détail qui paraît anodin, moi, me confirme de manière tout à fait raisonnable et logique que ce faux souvenir est en fait un souvenir qui est authentique. Et à ce propos, on peut faire un lien avec Hollywood et le film Psycho d'Alfred Hitchcock, où il y a une scène qui est devenue légendaire, où l'actrice principale est assassinée sous la douche. Il faut savoir que cette scène, Alfred Hitchcock y a consacré pratiquement une semaine de tournage. Elle est faite de dizaines et de dizaines de plans, de prises de vue, de montage, d'articulation avec la musique, etc. Et l'actrice principale qui donc joue cette jeune femme, au cours de la première journée, elle se retrouvait dans la douche plusieurs heures. Le soir, elle en avait marre, elle s'en est plaint. Et Alfred Hitchcock a dû engager des doublures. Et en même temps, il a fait confectionner par un accessoiriste une combinaison en caoutchouc couleur chair que devaient endosser les actrices. Pourquoi? Tout simplement pour se mettre à l'abri de tout problème avec la censure, qui aurait entravé la distribution du film. Et pour anecdote, l'actrice qui à l'époque était mariée avec Tony Curtis, avec des enfants, elle rentrait le soir à la maison américaine, avec des décorations de Noël. Son mari devait sans doute lui dire alors comment s'est passée la journée, et elle lui a dit écoute, figure-toi que j'ai été assassiné sous la douche par un fou furieux à coups de couteau au moins une quinzaine de fois. Il y a une conclusion à cette élaboration. À partir de cette illustration qui est assez banale, on peut constater combien il est très difficile lorsqu'on a affaire à un faux souvenir, tout d'abord pour la personne elle-même, de ne pas se retrouver prise en otage par la mémoire, d'arriver à clarifier les choses, ce qui n'est pas du tout évident. Il y a souvent un certain degré de conviction dans cette histoire de mémoire, et qu'il est donc par conséquent très difficile de faire la part des choses, comme on dit, et aussi très difficile de trouver des témoins, comme on dit, oculaires. Toutes ces personnes qui ont participé à ce tournage, qui étaient à l'époque des adultes, sont probablement mortes, en particulier le metteur en scène et surtout Jean-Paul Belmondo. Alors Jean-Paul Belmondo, j'ai gardé de lui, étant gamin, l'image d'un jeune homme, alors qu'il avait presque la trentaine, qui paraissait flotter un peu dans son costume, qui était très charmeur, sympathique, avec beaucoup de présence, un côté à la fois farceur, dégourdi de ce qu'on appelait à l'époque le titi parisien. C'est vrai, j'étais pas là. Forcément, j'étais dans mon île. Forcément. Contillé. De surcroît, il avait un accent qui m'était étranger, qui était cette espèce d'accent parisien. Je vous informe que la prochaine vidéo aura pour thème l'écrivain Ernest Hemingway, Cuba, Hollywood et la bipolarité.